Salut à tous, bienvenue sur notre nouvelle chaîne, une chaîne de catch sur laquelle on va réagir plus précisément à des shows de la WWE et bien d'autres choses. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gaël et de Fabien et on va débriefer Crown Jewel. Et une intro absolument magnifique, messieurs, faite sur mesure pour nous. Alors, Crown Jewel 2025, on le rappelle, donc c'est la 7ème édition de Crown Jewel et c'est la première qui se passe en dehors de l'Arabie Saoudite. Et la WWE s'en félicite pas mal puisqu'elle l'a inclus dans son générique. On les voit transporter la ceinture. Après un succès à Elimination Chamber en 2024 qui s'est lui-même passé à Perth en Australie, la WWE a fait le choix d'y revenir pour Crown Jewel. Et ça fait suite à WrestlePalooza du 20 septembre, qui était un déchet absolu, donc on pouvait faire que mieux. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé du show là, au préalable, un avant-propos? Gaël. Ah bah écoute, Vas-y. alors franchement, je trouve que c'était quand même un très bon show, un show de bonne qualité, tu vois? Mhm. Franchement, de toute façon, ils n'avaient pas le choix que de nous proposer un bon show après, WrestlePalooza qui était juste, l'un des pires pay-per-view, je pense, ever, dans l'histoire. Non, ils ont proposé un show de bonne qualité, ça fait plaisir. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année de shows de bonne qualité. Et puis malgré tout, on s'est pas ennuyé et il y a eu quand même malgré tout un public bien présent qui a aussi porté la qualité, du Exactement. programme, qui a donné de la voix. On le rappelle, 13 000, pardon. 13 000 personnes. Il faut savoir aussi, ARC que, Arena. faut savoir aussi que c'était le deuxième show diffusé aux États-Unis sur ESPN. Oui. Depuis Ouais. le contrat avec ESPN bien juteux. Et du coup, après WrestlePalooza, qui était vraiment un lancement vraiment catastrophique sur la nouvelle plateforme, et du coup, ils n'ont pas eu le choix que de proposer un produit de qualité, quoi. Sinon, c'était pas possible. Même en interne, ESPN ont noté WrestlePalooza à la note C'est de C. C'était vraiment et là catastrophique. ils ont mis B là pour ce show. Ils ont mis B et je suis pas trop d'accord en fait avec la qualité globale du show. Je pense que oui, c'est le meilleur premium live event de cette année. Y a pas de Donc vous souci. auriez mis combien, vous? Un bon A. Ouais, Mais ouais. si Ouais. on suit la logique ESPN, oui, j'aurais mis un A pour le coup. Mais après, Ouais. voilà. Bah, c'est vrai que je suis plutôt d'accord parce que quand j'ai regardé le show, parce que je l'ai regardé hier, et bah, je trouve qu'effectivement, c'est un show qui sort un peu du lot. Donc le A aurait été justifié, ouais, clairement. Au niveau du stage, messieurs, parce que ça compte aussi, c'est un paramètre que j'aime bien prendre en compte. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le décor, vous pouvez même inclure l'ambiance dedans, le public, que moi j'ai trouvé assez similaire au public français, avec des chants assez récurrents, avec un dynamisme de foule qui était hyper intéressant. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Je vais commencer alors. Je t'en prie. Alors le stage, je l'ai trouvé sympa malgré tout, même si c'était une petite arena, hein. C'était une arena de la taille de Bercy à peu près, de l'Accor Arena. Donc c'était un stage assez sympa, tu vois? Sur la photo, on reconnaît bien la forme de diamant, qu'ils ont voulu faire et tout, et en plus ils ont mis de la pyrotechnie, tu vois? C'était sympa parce que bon, parfois dans les arénas comme ça, ils en mettent pas forcément ou pas beaucoup. Donc c'était sympa, ça a changé du stage habituel, tu sais, l'espèce de grand rectangle, en LED, Ouais. ça a changé. Je trouve ça a apporté un petit peu de personnalité. Bon après voilà, ça reste quand même un petit stage pour une petite arena, c'est pas non Ouais. plus transcendant. Ils auraient fait ça dans un grand stade, je pense qu'on aurait eu un grand stage. Mais là, ils ont fait à mon avis avec les moyens du bord, avec l'arena qu'on leur proposait, quoi. Ouais, Et après, un côté un peu vintage, moi je trouvais avec cette forme de diamant, je sais pas trop. ouais. Ils sont beaucoup dedans, ouais. Après, toujours cet écran géant hyper large, et cetera, qu'on voit pas tout le temps parce qu'il y a des décors, devant, et cetera. Mais, c'est vrai que considérant la taille aussi de l'aréna, en fait, je pense qu'ils pouvaient pas faire plus. Mais, franchement, c'était intéressant. Moi, c'est surtout le public, en fait, qui m'a pas mal interpellé parce qu'à chaque fois qu'on va vers un public étranger,
Ah. Le public américain, on est tout de suite déçu. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Ça a donné quelque chose de super intéressant au D'autant plus stage. que je rajouterais que, 1 personne sur 2, voire 2 personnes sur 3 avait un t-shirt John Cena. Donc ce qui Ouais, rend en plus, c'est clair. l'arène était bleue, enfin tout le contour est bleu et tu rajoutes à cela le jaune qui est une couleur complémentaire avec les t-shirts de John Cena, ça faisait un rendu vraiment que je trouvais vraiment très, très joli. Oui, le public était vraiment jaune, on aurait dit les Minimoys, hein, Les mignons, vraiment les mignons. les mignons, ouais. Ah oui, les Ouais, mignons, ouais, les Minimoys, les oui. mignons, ouais, ouais. Et oui, c'était très intéressant, un public de qualité, hein, mais de toute façon, ils ont été très peu en Australie, hein. Ils y ont été là, c'était que le 3e show qu'ils nous faisaient, Mmh. et à chaque fois, ils ont vraiment donné de la voix mais comme tous les publics internationaux, hein, à chaque fois qu'ils vont à l'international, Ouais. on l'a vu en France, on l'a vu à Porto Rico, on l'a vu, dans toute l'Europe, hein, au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne, tous les publics internationaux donnent de la voix. Donc Exactement. ça contribue au produit. Beaucoup plus que le public américain. À bon Bah oui, entendeur. oui, mais bon, le public Oui, mais bon, ils sont américain, ils ont vu le habitués, show, voilà, donc c'est à ça. force, Et là, Ah eux bah oui, reviennent complètement. Non, non, mais c'est sûr. tous les 3 mois, C'est ils sûr. reviennent dans les villes, hein, donc ils sont c'est Bah habitués. ça. oui. Si tu fais pareil en Europe, tu sais, au bout de 2 ou 3 ans, tu vas te lasser aussi, c'est pareil, c'est Ouais, normal. non, mais c'est sûr. La liste des matchs, puisqu'il y a eu quelques matchs quand même 5. pendant ce show. On était dans un premier temps sur un street fight entre Bronson Reed et Roman Reigns. On reviendra après dessus. Un match de championnat pour le titre féminin. Crown Jewel, Tiffany Stratton contre Stephanie Baker. Un match simple ensuite confrontant AJ Styles à John Cena. Un match tag team Io Sky et Rhea Ripley contre les Kabuki Warriors. Et ensuite le main event, match de championnat pour le titre Crown Jewel, Seth Rollins contre Cody Rhodes. Les gars, on va commencer, si vous voulez bien, par le premier match en fait de la soirée, qui était le street fight entre Bronson Reed et Roman Reigns. Victoire de Bronson Reed après une intervention de Bron Breakker, malgré celle des Usos en soutien à Reigns. Qu'en avez-vous pensé? Fabien. Eh ben écoute, moi j'ai trouvé que c'était un match assez lent, surtout au début. Mais alors après, ça c'est normal, étant donné que ça reste un match de Roman Reigns. Mm. Mais toujours aussi lent. Et je trouvais que par moments, il y avait des spots qui avaient lieu, mais le lendemain, je les ai oubliés, quoi, tu vois. Donc, je sais même plus ce qui s'est passé pendant les 95% du match. Jusqu'à l'arrivée, en fait, jusqu'à l'intervention Ok. de Bron Breakker, j'ai pas souvenir un peu de ce qui s'est passé dans un street fight. On est dans un street fight quand même, c'est quand même bizarre que j'ai pas souvenir d'un coup de kendo ou d'un coup de chaise ou voilà. Je trouvais que c'était assez fade, mais ça restait un bon opener entre Roman Reigns et Bronson Reed. Ok. Gaël. Alors moi j'ai trouvé que c'était un bon match vraiment pour ouvrir le show, tu vois. Il y avait de l'intensité. Moi, je revois cette intensité quand même qui était plaisante pour un opener. Moi, je me suis pas trop ennuyé, tu vois. Après, oui, forcément, intervention logique de Bron Breakker, forcément, et des Usos. Moi, la seule nuance que j'apporterais, c'est justement à la fin du match, lorsque tu vois la séquence avec Reigns et les Usos, tu vois, c'est un peu cette distension et tout. Je me dis, putain, on va encore repartir sur un truc comme ça. Je sais pas où ça va aller, mais j'ai peur que ça fasse un peu du réchauffé lassant, quoi. Donc, et le match dans l'ensemble, je l'ai trouvé bon, avec une bonne intensité pour ouvrir le show, quoi. Ok. Bah, pour ma part, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous deux. Moi, en soi, j'ai trouvé que c'était un match qui était quand même assez intéressant pour ouvrir la scène, on va dire. Assez dynamique sur le plan des interventions auxquelles on s'attendait quand même un petit peu. Mais je suis quand même déçu. Bon, déjà de Reigns, mais je suis constamment déçu par Reigns parce que je trouve que c'est plus un showman en fait qu'un catcheur et on le voit sur le ring, il arrive quand même à solliciter l'intervention de la foule, etc. Mais c'est pas un catcheur extrêmement technique. Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement inintéressant sur le plan du catch, sur le plan technique.
D'un autre côté, on a Bronson Reed. Moi, je trouve qu'il fait pas mal contrepoids avec Reigns parce qu'il y a cette agressivité, il y a cette variété de prise aussi qui est assez intéressante. Mais sur le rôle de heel, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, j'ai du mal à me mettre dedans, en fait. Je trouve qu'il est assez poreux en termes enfin, c'est pas qu'il est pas légitime, mais je trouve qu'il est pas crédible en termes de heel. C'est-à-dire que tout seul, il est rien, ce type. Il est constamment aidé par tout le monde. Il arrive pas à trouver sa place, je trouve, en tant que heel autonome, quoi. Donc, il a toujours besoin d'un sbire, en fait, pour exister. Ça, c'est mon avis sur lui. Donc, globalement, le match était bien, mais on sent que c'est un match pour commencer le show, quoi. Pour ouvrir la scène. Oui, après, pour ajouter ce que tu dis, il faut pas s'attendre non plus à une prestation de ouf de Reigns, hein, même s'il en a fourni dans des matchs assez mémorables. C'est vrai que tu regardes sur les 5 dernières années, depuis qu'il a fait son retour à Payback en 2020. Mais il a qui Putain, qu'est-ce qu'il a fait ce con, quoi. Ah là 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 là. Me voilà, ça a déconné. Ah là 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 C'est là. Reigns, c'est Reigns. Donc je disais, avant que tu te barres, parce qu'apparemment c'est trop ennuyeux ce que je raconte. Depuis qu'il a fait son retour en 2020, de toute façon, oui, il a toujours été accompagné. Et puis, il a bien porté son rôle de heel malgré tout, même quand il était avec les Usos en continu. Maintenant, en solo, il faut remonter beaucoup plus loin. Et en effet, c'était pas non plus brillantissime. Hein. Mais après, il a quand même eu un bon rôle de heel. Mais là, il n'est pas heel, Roman Reigns. Là, c'est un face, clairement. Parce Oui, que bien sûr. tu remontes à C'est il y un a fait. encore 1 an et demi, Ouais. il était hué hein, quand Et il est le public rentré. réagit bien quand même, hein. Je veux Ouais. dire, c'est quand même Ah, compliqué de pas voir en lui un bon nouveau babyface de la compagnie. mm. Ah bah oui, de toute façon, il y a qu'à voir son entrée. Tu as tous les doigts qui sont levés. À Paris, c'était déjà le cas. Carrément. Non, en fait, Mais, son passage du côté heel l'a quand même bien rendu crédible pour être face. Mais ça, c'était écrit, en fait. Depuis longtemps, Vince McMahon, il essayait de le pousser en tant que face, en tant que «Hey, regardez, c'est lui la tête d'affiche». Non, il y avait besoin de ce passage-là Mm. avec un titre et un groupe solide autour de lui en tant que heel. Et maintenant, bah, voilà, ça déroule, quoi. C'est magnifique. Ah oui, clairement, son passage de heel, je pense que c'est ce qui l'a propulsé au sommet de sa carrière, hein, pendant 4 ans où il était champion et tout, il était excellent dans son rôle de se faire huer par tout le monde, hein. Ça, c'est indéniable. mais moi, je m'emmerde toujours quand je vois un match de lui. Parce que c'est Ah non, toujours des mais prises, c'est sûr. c'est des coups répétitifs, c'est un catch hyper lent, c'est haché de provoque en permanence qui dure super longtemps, un Superman Punch qui est hyper précoce aussi, qui arrive toujours super vite, au bout de 3-4 minutes. Par contre, je trouve que là, vu qu'on était sur un street fight, bon, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à un street fight un peu plus, voilà, un peu plus intéressant, mais là, c'était pas incroyable. Mais il a quand même fait une prise sur une chaise et il a pris une tape des commentateurs. Voilà, c'est déjà ça. Pour Reigns, je pense que c'est beaucoup. Bah, Dans ce genre de moment, en fait, tu t'attends à ce qu'un street fight, ça donne un peu plus de consistance, à des catcheurs, enfin, à des catcheurs qui ont moins de capacité, dans le ring. Bah ouais, Sauf que carrément. là, ça restait quand même assez fade, quoi. Bah ouais, c'est ça. oui, c'est pas un match non plus comparé au street fight qu'on a pu voir où vraiment on s'est dit: «Waouh, c'était» si tu Ah bah prends le oui. match le street fight qu'il y avait eu avec, à Backlash à Porto Rico, avec, Mmh. Bad Bunny et Damien Priest. Là, on avait ce qu'on attendait d'un street fight, tu vois? C'était Mmh. un match qui était mémorable d'ailleurs parce que encore une fois, tu avais un public aussi qui était présent, mais parce que in ring, tu avais quand même vraiment de la matière. Là, c'est vrai que cet Australian Street Fight, il Mmh. sortira pas du lot dans le futur, hein. Quand tu vas demander un street fight mémorable, c'est pas celui que tu vas sortir, clairement. Non, c'est sûr. Place aux notes. Quelles sont vos notes pour ce match, messieurs? Commençons par Fabien. Mais moi, j'ai mis la note de 3 étoiles sur 5. OK. En fait, moi, c'est plutôt l'après-match que j'ai trouvé intéressant. Évidemment, avec un Roman Reigns, de toute façon, ça sera pas le côté catch. C'est plus l'après-match, souvent, qui est Ouais. est intéressant. Parce que c'est toute l'histoire qui va être développée après une défaite ou après une victoire. Et là, c'est pour le coup, il a pris un tombé 1, 2, 3 par Bronson Reed, qui est le premier tombé depuis un moment quand même. Je crois qu'il en a pas pris beaucoup hein, depuis qu'il est revenu à Payback en 2020. Hein. Il a dû en prendre 2.
peut-être 3. Il a pris celui à WrestleMania 40 avec Cody Rhodes. Et Après, est-ce qu'il était là à WrestleMania 41? je parle vraiment 1v1 parce qu'il me semble qu'il Ah, avait pris un pin de Solo Sikoa, mais c'était dans un combat avec plusieurs catcheurs. Mm. Mais en 1v1, ça fait longtemps qu'il en avait pas pris un quand même. C'est vrai. Donc c'est quand même une grosse victoire de Bronson Reed et donc ça justifie quand même que la note soit bonne parce que ça fait monter quand même Bronson Reed. Gaël. Moi j'ai mis un petit 3,5 parce que le match était intéressant, il était bon, mais comme on a dit, ce sera pas le match de l'année non plus. Ce sera pas un truc qui va rester dans les souvenirs. Comme tu as dit Fabien, c'est difficile de se souvenir de spots vraiment mémorables pendant le match. Oui, il y a la chaise, il y a le panneau, je revois le panneau stop aussi, la table, la barrière et tout, mais voilà, un petit 3,5 parce que malgré tout, sur le fondement, c'était bon, c'était un bon match pour lancer le. Ok. J'ai mis 3 pour ma part. Effectivement, c'est un match de début, on le sent bien. Après, moi je trouve que c'est vraiment Reigns en fait qui fait baisser la note parce qu'en soi, Bronson Reed, je trouve que sur le plan du catch, ça va. Après, ça fait pas forcément très longtemps qu'il est là à la WWE, donc je pense qu'il faut lui laisser le temps aussi de prendre ses marques. Mais on n'est pas sur un catch d'une qualité extrême. Donc 3, voilà, pour ma part. Bien. Ok, messieurs. Eh bien, écoutez, on va passer au match suivant, qui est cette fois-ci un match féminin. Match de championnat pour le titre. Crown Jewel, une ceinture bien trop grande pour elle, malheureusement. Désolé, mesdames. Victoire de Vaquer sur tombée. Je vais donner la parole à Fabien pour commencer. C'était un match assez court quand même. Ça n'a pas duré plus de 10 minutes, il me semble, ou à peu près. Plus de 10 minutes. C'était court, mais c'était vraiment efficace. Moi, j'ai trouvé que avec ce laps de temps, ils ont réussi à créer quand même un match quand même assez fort, assez consistant. Il y a eu quand même de très bons spots. Après, il y a eu les spots habituels, évidemment, avec Tiffany Stratton, son moonsault. Il y a eu la fameuse prise de Stephanie Vaquer, évidemment. Hommage à Booker T. Mais sinon, à part ça, franchement, c'était franchement deux bonnes catcheuses et deux très bons matchs entre les deux, quoi. Et la victoire est méritée pour Stephanie Vaquer, évidemment, qui crève l'écran. Enfin, c'est fou. Moi, je trouve ça fou. Ok. Vas-y, Gaël, je t'en prie. Je suis globalement d'accord. J'ai trouvé que c'était un bon match féminin, vraiment dans l'ensemble assez intéressant. Un in-ring convenable. Et je tiens à le souligner parce que, bon, pardon mesdames s'il y en a qui vont regarder la vidéo, mais je trouve qu'habituellement, in-ring, j'ai plus tendance à m'ennuyer quand je vois un match féminin, avec tout le respect du talent, évidemment, de ces combattantes. Mais là, je tiens à souligner que le match était vraiment. Il y avait un bon catch, quoi. Et j'ai un autre élément important, j'ai pas remarqué spécialement de botch, vraiment de raté et comme ça qui rend le visionnage du match un peu décevante. Mais par contre, je trouve que le rythme était encore un peu faiblard par moments. Enfin, tu voyais que tu as des moments où tu avais une bonne intensité, puis poum, ça retombait. Donc, tu commences un peu à te dire, bon, il va peut-être falloir faire quelque chose. Mais dans l'ensemble, le match était assez bon et assez intéressant. Voilà. Ouais, après, effectivement, c'est du catch féminin. C'est pas pareil que quand on voit un match de mecs qui font plus de 100 kilos et où il y a une lourdeur vraiment au niveau des prises, des coups, tu as de l'impact sur le ring. Là, moi, j'ai trouvé que ce match, il était vraiment orienté all fly, beaucoup plus que de l'agressivité ou de la brutalité, etc. Je pense que c'est ce que les fans recherchent quand ils voient un match de femmes, en fait. Et à juste titre, les fans ne sont pas du tout emballés par les catchs à la Nia Jax ou d'autres catcheuses comme ça, ou Karma à l'époque, des catcheuses qui sont vraiment des gros bulldozers, quoi. Elles sont là pour faire le chantier. Et je pense que vraiment, les femmes dans le catch ont vraiment ce rôle de frivolité un peu. Donc, moi, j'ai trouvé que ce match, il était effectivement assez intéressant. Je suis pas du tout emballé par les matchs féminins de base. Mais là, pour le coup,
je trouve que ce soit celui-ci ou celui plus tard dans la soirée, les deux ont été bons. Donc j'étais satisfait sur le plan de ce match. Pour ma part, j'ai mis une note de 3 sur 5. Fabien. Eh ben, écoute, moi j'ai mis. Alors, revenu sur 5, ça ferait 3,75 en termes d'étoiles. Voilà, sur 5. Ok. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un bon match, que Mhm. je me souviens encore de certains spots. Et je trouve quand même que. Alors, tu disais que la ceinture était beaucoup trop grande. On reviendra plus tard pour cette Rollins contre Cody Rhodes. C'est un peu pareil, hein. La ceinture est vraiment immense, ça leur arrive jusqu'au bus limite. Enfin, c'est. Ouais, mais c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est quand même très impressionnant parce qu'effectivement, à la fin du show, ils sont tous les deux côte à côte. Ah, mais, on dirait qu'elle a mis un t-shirt, quoi, sans déconner. Ouais, c'est Mais le vrai. titre est Donc, magnifique en tout cas, il n'y a pas de ouais. souci, mais Et très d'ailleurs, beau. pour l'anecdote du titre, c'est bel et bien les ceintures de l'Arabie Saoudite parce qu'en fait, Ouais, sur bien les sûr. photos qu'ils ont postées après, en zoomant, tu vois encore marqué Kingdom of Saudi Arabia en bas. Mm. Ah. Et je pensais qu'ils allaient refaire de nouvelles ceintures pour laisser Bah, les ceintures. Non, non. c'était quoi, 40 ou 50 carats la ceinture, donc je pense que Bah bon, ouais, tu c'est peut-être pas clair. envie Ils d'en vont pas la reproduire refaire. encore et encore. Bah, Et après, autant les ceintures, elles sont magnifiques. Moi, je sais pas ce qu'en penseront les gens, mais je trouve que c'est vraiment des ceintures absolument magnifiques. En termes de couleurs, etc., c'est parfait. Euh, Effectivement, ils peuvent pas les refaire parce que ce serait beaucoup trop onéreux. Mais c'est pour ça qu'en fait, ils l'ont foutu dans le générique. Enfin, oui. je pense que ça leur a fait un peu de contenu, mais ils sont repartis là-bas pour aller les chercher et ils les ont ramenés en Australie. C'est fort quand même. C'est Est-ce vrai qu'ils que. vont rester en Australie ou est-ce qu'ils vont retourner en Arabie Saoudite après? Ah, ça. On- Peut-être qu'ils vont refaire l'an prochain, s'il y a un Crown Jewel 2026 en Arabie Saoudite, peut-être qu'ils vont refaire le même contenu, mais dans le sens inverse, hein, C'est ça. Australie, Le Riyad. trajet retour. Un endroit où tu pourrais faire Crown Jewel, effectivement, ça serait au Royaume-Uni, ça serait logique. Oui. Tu pourrais le faire en France, avec l'histoire de France, mais bon. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est moins cohérent avec. Oui, mais bon, avec euh, et, l'Angleterre, ça passerait bien à Londres, forcément, Ouais. ça ferait un c'est beau vrai, truc. c'est très vrai. Allez, Gaël, ta note. Et pour ma part, j'ai mis un 3,5 aussi. Parce que Ok. vraiment, le match était bon dans l'ensemble. Je me suis pas trop ennuyé. Donc voilà, c'est assez rare pour le souligner quand même. Donc ouais, petit 3,5 mérité. Non, ok. Super. Donc, ce match féminin nous a priori tous convaincus. Et Stéphanie Vaquer qui convainc tout le monde, hein, Ouais, j'espère ouais, quand même, parce que effectivement, ouais. Je pense je que pense c'est que une grande c'est catcheuse en devenir. Ouais. dans 5 ans, elle aura tout gagné. Ah bah clairement, c'est sûr, Si elle n'est pas plusieurs fois championne du monde, c'est sûr. ça serait, ça serait quand même bizarre. Et Je pense qu'il y a tout qu'il faut pour la WWE pour avoir une nouvelle grosse catcheuse à côté de Rhea Ripley, par ouais. exemple. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une catcheuse qui peut pas vraiment se permettre d'être compétente, etc. au micro parce que barrière de la langue oblige. Donc en fait, elle doit vraiment se rabattre sur le catch. Et c'est incroyable à quel point sa technicité, son investissement in-ring font d'elle en fait une catcheuse vraiment de qualité, quoi. Et Puis la c'est vrai que prestance. chez les catcheuses qui ont cette barrière de la langue, moi, la dernière en date, pour moi, c'est Asuka, quoi, qui avait réussi à passer cette barrière-là et Elle est- à montrer aux gens qu'on n'avait pas besoin en fait du micro spécifiquement pour être compétent au catch. Il y en a qui jouent de ça en permanence et c'est pour ça qu'ils sont reconnus dans le monde du catch, mais à côté, ils ont un catch un peu décevant. Et là, je trouve que vraiment ça met un point d'honneur sur la compétence de catch, quoi, sur la lutte en elle-même, quoi. Et donc, bravo à elle, franchement. Enfin, c'est mon avis après, mais Oui, Stéphanie Vaquer, elle a aussi une prestance à l'image, hein, tu vois, elle a des expressions du visage ouais. qui sont à la fois neutres, mais en même temps très froides, tu vois. Mmh. Je veux dire, malgré tout, la dame, t'as pas envie de l'avoir contre toi, hein, donc Ouais. ouais, tu vois, malgré tout, même si elle est quand même de petite carrure, pas très très grande et tout, Mmh. elle a quand même une image forte qui est renvoyée pour le téléspectateur. Ouais. Et c'est très Très intéressant d'avoir charismatique, ouais. des personnages Tout à comme ça. fait. Bon, on va passer au match de la soirée. Je suis désolé, je vais rien entendre. Voilà. C'est le match de la soirée. Un énorme banger. Match simple. John Cena contre AJ Styles. Donc avec une retraite de Cena de plus en plus imminente. Un crowd qui ne cesse de scander merci, des références à d'autres catcheurs, de Jericho à Wyatt, d'Orton à l'Undertaker, de Michaels à Rey Mysterio.
un This Is Awesome australien qui, somme toute, est très justifié. Messieurs, à vous la parole, je vous en prie. Que dire, c'était parfait, c'était, un match vraiment, l'excellence de ce match était assez inattendue, j'avoue, je pensais pas qu'on allait avoir un match d'une telle qualité. Même si dans le ring, on a quand même 2 talents d'exception, hein, vraiment. Non, c'était un match, oui, clairement, c'était le match de la soirée, hein. C'était le show stealer, hein, il y a pas de doute là-dessus. Toutes les références, aux autres superstars, c'était juste, parfait. Mmh. Il en fallait pas plus, que sinon on serait tombé dans le too much, tu vois? Ouais. Mais par contre, jamais de ma vie, et pourtant je regarde le catch depuis, fort longtemps maintenant, jamais j'aurais pensé voir Cena nous claquer un RKO, un tombstone, un Sister Abigail, ou alors, lorsque tu as le public qui scandait, 619, de foutre AJ Ouais. Styles dans les cordes et qui était prêt à faire un 619. Alors je Mmh. crois que j'aurais sauté devant la télé carrément si ça se produisait. Heu Et puis autre chose que j'ai bien aimé dans ce match, c'est, déjà, tu sais, la petite présentation spéciale, pour AJ Styles, avec Ouais. la référence à la TNA. Et puis, le respect en fin de match, tu vois? Où il se serre la main et tout, j'ai trouvé ça juste parfait. Donc clairement, c'est le match de la soirée. Mmh. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment un match, moi je trouve que c'est un match nostalgique, en fait. Il y a un retour vers le passé, Mmh. et qui est vraiment super et Cena, en fait, il a toujours été comme ça. Moi, c'est ce que j'avais relevé, en fait. C'est d'une part, il montre qu'il est encore capable d'honorer sa carrière et de finalement rendre hommage à ceux qui ont participé à sa carrière. C'est un catcheur qui a toujours été, dans la reconnaissance des autres avant de se reconnaître lui-même. Parce que c'est quand même un catcheur, faut le dire, qui a gagné un nombre de titres qui est faramineux. Il a eu absolument tous les plus gros matchs, tous les plus gros adversaires et il est toujours resté dans cette humilité. Je trouve que vraiment, quand on va le voir partir, ça va faire quelque chose. Plus que Ric Flair, je pense, en 2008. Donc, Ah oui. Bah, hyper intéressant et de l'autre côté, AJ Styles, il a finalement un peu joué, le jeu aussi, un peu moins que Cena, mais il a joué le jeu et également pour lui parce il a remis sa tenue d'autrefois et c'est c'est vrai. vrai que moi j'avais vu des photos d'AJ Styles avec ce froc-là et je me suis dit: «Mais c'est comment enfin, pourquoi il le met plus? Pourquoi il est avec ce pantalon-là?» que moi je trouve que c'est pas forcément très beau et là franchement, incroyable. Moi je me suis dit: «Ce match a tout pour plaire». Et il a plu en fait, du début à la fin. Vraiment, c'était très dynamique. Sina qui est sur le départ en plus et qui vraiment montre, en fait, qu'il pourrait faire plusieurs années en plus, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc Non, voilà. il pourrait pas faire plusieurs années en plus, mais par Je contre, sais pas, mais l'autre élément intéressant, c'est, surtout que pour AJ Styles, c'était vraisemblablement son dernier match en Australie, puisqu'il a annoncé pendant le mmh, kick-off de Crown Jewel qu'en 2026, il prendrait sa retraite également. ouais, Donc il y avait cet élément aussi, ouais, c'est imminent pour les 2 finalement. Mmh. c'est voilà. Et puis John Cena à la fin, lorsque, tu le vois remonter vers la rampe, il regarde la caméra, il fait 4 parce Mmh. qu'après Crown Jewel, il reste que 4 apparitions. Bah ouais, carrément. Bon, avant C'est son bientôt, dernier hein match, c'est le Saturday Night Main Event du 13 décembre, où il va et prendre on sa connaît retraite. toujours pas, l'adversaire. Non. Ouais, Fabien, donc à toi. c'est une grosse vitrine en fait de ce qu'a produit la WWE et la TNA dans les années 2000, hein. C'est tout ce regard en arrière, toute cette nostalgie de cette époque-là, elle est concentrée en un match avec des références de John Cena, de ses adversaires à la WWE et de AJ Styles avec ses adversaires à la TNA, parce que tu as cité évidemment toutes les références à la WWE pour John Cena, il y a aussi celle de Styles. Ouais. Tous- et il y en a eu plusieurs aussi, Mmh. donc c'était important aussi pour AJ de façonner aussi cette historique de la TNA par le biais de ces références-là. Et je trouvais ça vraiment très très cool parce que on aurait pu croire que en fait, il voulait juste faire de référence au catch d'AJ depuis son apparition au Royal Rumble 2016. Mmh. Et en fait, non, ils se sont permis d'aller beaucoup, beaucoup plus loin en arrière. Et donc, ça a rendu quand même un truc vraiment très, très chouette. 27 minutes quand même, hein, 27 minutes de match. Je suis en train de regarder, Ouais, ouais. j'ai ma petite anti-sèche à droite, mais oui, effectivement, 27 minutes, c'était quand même.
long, mais tu voyais pas le temps passer. À chaque fois, tu t'attendais à l'autre référence qu'il allait avoir ensuite. Mmh. Ah oui, non, mais on s'est pas ennuyé Ouais, pendant ce ouais, match, ouais. hein, c'était vraiment, prise surprise, référence après référence, quand tu le vois, claquer un tombstone sur AJ Styles, tu le vois mettre AJ Styles dans les cordes pour faire un 619, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore après, quoi?» Mais Non, mais ça, c'est surtout, vrai que c'était fou, hein. Ah, surtout c'était dingue. il y a un super bon équilibre dans le match. Tu t'attendais parce que AJ Styles est encore dans le circuit, on va dire, pour un peu plus longtemps que Cena et tu te disais que potentiellement il pouvait prédominer le match et il y a eu un très, très bon équilibre entre Cena et AJ. Comme vous dites, des prises, des coups, mais qui viennent vraiment des 2. Il y en a pas un qui a vraiment prédominé le match. On savait pas vraiment en fait qui allait gagner. Enfin, si on se fiait vraiment au partage des prises, du temps de coups et cetera et très intéressant. Moi, pour ma part Après, oui, je t'en prie, vas-y. avant désolé de te couper, mais moi, je trouvais quand même que c'est quand même dommage que le build-up du match, ça soit 2 tweets. Mmh. Ah, c'est vrai. C'est dommage qu'il y ait pas eu d'apparition et de face à Mmh. face dans un Raw ou SmackDown parce que, oh là là, ça aurait été magnifique, des promos qui auraient pu être légendaires avant C'est ce vrai. match de légende et finalement, bah, le build-up n'est pas là, mais finalement, c'est pas trop grave parce que en fait, ce qui comptera à la fin, ça sera les spots et le match de zinzin, quoi. Mais je trouve ça quand même dommage. C'est vrai, c'est très vrai. Vos notes, les amis, allons-y. Fabien, puisque tu étais le dernier à parler. Eh ben écoute, j'avais évalué à 4 étoiles sur 5 et en vrai, je pense que je vais monter un peu plus et je vais lui mettre 4,5 parce que franchement, dans 5-10 ans, on regardera ce match-là et on se dira: «Oh, c'était fou, c'était fou» et ça sera le match de l'année 2025, le match des années 2020, je pense. Pour l'instant, j'en ai pas vu d'autre, qui sera autant marquant sur la durée. Mmh. Gaël? Moi, j'ai mis 5 parce que vraiment, le show stealer de la soirée, de l'intensité, du rythme, toutes les références, l'intro d'AJ Styles, sur mesure, le respect fin de match. Moi, c'est un match vraiment, parfait. Moi, c'est ce que j'attends quand je vois un produit un peu nostalgique comme ça. C'est le genre de Mmh. match que j'attends et clairement, j'ai absolument pas été déçu, donc je mets la note maximale de 5. J'ai mis 5 aussi, pour ma part. Je m'attendais pas à un match aussi qualitatif, honnêtement, avec Cena qui est en fin de carrière. Je me suis dit: «Ça sera un match beaucoup plus lent, beaucoup plus chronophage» et en fait, j'ai pas du tout été déçu, vraiment. Après, Donc il avait déjà montré qu'il avait des restes, hein, contre Logan ouais, Paul, carrément, mais là, tu vois, c'est ouais, pour moi, c'est même plus des restes, quoi. C'est que vraiment pour moi, il a fait un meilleur match que certains, d'autres de ses matchs qu'il a fait bien avant, en fait. Oui. Donc oui, non, mais c'est sûr, ouais, c'est c'était sûr. hyper impressionnant, clairement. Et ce qui était Donc impressionnant aussi, ouais. c'était le fait que le public se réagisse bien, Ouais. parce Mmh. que il y a eu la référence à Bray Wyatt et le fait qu'il y ait les lumières juste après, enfin, Mmh, c'est tellement incroyable. organique comme Oh là là. comme séquence. Oh, Et c'était fou. même Cena, il a pas pu cacher sa réaction, quoi. Ouais, carrément. Bah, il y avait Donc une émotion, en fait. c'est ouais, voilà, c'est ça. Mais je C'était me un demande match, si, pendant le match, il a pas du coup regardé, tu sais, fait un petit signe comme ça vers le ouais, ciel, Si, c'est si, ça, ouais. exactement. Ça, je pense que Incroyable. Mmh. c'était pas prévu et je pense qu'il l'a fait vraiment, naturellement, quoi. Et C'était pas calculé. oui, l'engouement puis des le et fans puis, a joué aussi. oui, puis le public, faut vraiment mentionner le public. Eux qui ont aussi Carrément. joué le jeu, après le Star Abigail d'allumer tous les flashs des portables Ouais. et ça donne une séquence. Alors tu vois tout le public en jaune avec les t-shirts Sina plus les flashs, ça rend Mmh. il y avait vraiment un rendu exceptionnel, quoi, Il y avait un côté très magique. Ouais. totalement. Difficile de rebondir sur l'autre match effectivement après ça, mais on va le faire quand même. Match tag team, Io Sky et Ripley contre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. Autre match féminin, deuxième match féminin de la soirée. Qu'en pensez-vous, messieurs? Allez, je me Celui qui veut lance. prendre la parole prend la parole. Et bah, c'était un bon match, encore une fois. Je me suis pas ennuyé, il y avait un bon rythme, très intéressant. Tu vois vraiment 4 combattantes, talentueuses.
tant sur leur promo qu'on a pu voir les semaines passées à Raw ou à SmackDown, je sais plus, à Raw, je crois, Mm. que in-ring, avec une histoire qui tient la route, hein, tu vois, cette espèce de trahison de Dio Sky avec les Kabuki Warriors et tout. L'histoire tenait la route, et puis Rhea qui se met là un peu en sauveuse. En plus, elle était chez elle, hein, donc il y avait aussi ce côté-là, homecoming de Ripley en Australie. Mais globalement, le match était bon, un bon rythme. C'était agréable à regarder. Ok, très bien. Le match quand même a eu du mal à démarrer, quoi. C'était vraiment les Kabuki Warriors qui défonçaient Io Sky pendant 5-6 minutes pour faire monter un peu le truc pour Rhea Ripley, quoi. Au moment où il y aurait le hot tag, et ça a très bien fonctionné, hein, dès que Rhea Ripley a pris la main. Alors là, le match a explosé, quoi. C'est à partir de là où vraiment le match, on peut dire que c'était un enchaînement constant de très bonnes idées, de très bons catchs. Moi, je trouve quand même Kairi Sane incroyable. Elle est très sous-cotée, mais Mm. qu'est-ce que je la trouve incroyable dans son catch. C'est pour ça que je l'adore, moi, Kairi Sane, hein. T4, c'est celle que je préfère, mais les autres déméritent pas non plus. Je veux dire, Io Sky et Asuka, ça fait partie des meilleurs talents mondiaux dans le catch féminin. Mais Kairi Sane, elle a sa place, hein, dans les trois, parmi les quatre. Kairi Sane, elle est dans les trois meilleurs, là. Pour moi, c'est Rhea Ripley qui est la moins bonne catcheuse, et Mm, je mm. dis ça alors que c'est une très bonne catcheuse, hein, donc mais je trouve quand même que le 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 match en lui-même, c'était vraiment incroyable. Alors, quand on donne du bon match comme ça, féminin, on peut pas se plaindre que le catch féminin soit ennuyant quand même, je trouve. Ouais, mais c'est pas le catch féminin après. Non, C'est mais il y pas, en a d'autres, mais bien sûr, c'est pas définitoire de l'ensemble du catch féminin, mais c'est vrai que là, je elles ont trouve mis quand même que le catch féminin est mal aimé et que c'est dommage quand Ouais, même. c'est vrai. Bah, je pense que c'est de plus en Parce plus que apprécié. y a pas besoin, y a pas besoin par là, je rebondis encore une fois, mais Asuka et Kairi Sane, Mmh, y a pas besoin d'être des gros gabarits pour que les coups soient portés de manière carrément. lourde. Tu vois, Asuka, dès qu'elle porte une prise ou un coup, t'as l'impression qu'il est vraiment donné. C'est Oui, pas. oui. Alors évidemment, il y a d'autres talents féminins où les coups sont moins portés et c'est moins impressionnant. Mais en fait, je trouve quand même que l'excuse de la catcheuse qui est grande, puissante, ça n'a pas de lieu parce que Asuka et Kairi Sane, même Io Sky, sont capables de faire ce genre de choses, hein. Mmh. Ils sont capables de porter des prises qui ont l'air impressionnantes. Oui, après, comme tu disais tout à l'heure, Marty, c'est beaucoup de voltige aussi, hein. C'est, Ouais. le catch féminin, Oui, c'est oui. aussi pour avoir ce côté voltigeant, impressionnant, grandiose, tu vois? Mmh. Qu'on retrouve pas chez les mecs. Les Maintenant cheveux au ça vent. C'est ça. Maintenant, ça n'enlève rien, au talent, de ces combattantes, hein. Clairement, elles Bah, sont très talentueuses, et beaucoup sont en devenir. de toute façon, que ça soit Asuka et Io Sky, peut-être moins Kairi Sane, mais c'est vraiment un catch, comment dire? C'est un peu à la Daniel Bryan, je trouve. C'est des gros coups de pied qui font bien mal, avec des belles rotations et cetera. Et c'est un match sérieux. C'est vrai que je disais tout à l'heure que le catch féminin, c'est souvent il y a souvent pas de lourdeur et d'impact sur le ring. Parfois, il y a des exceptions et je pense que là, ça en fait partie, et Asuka l'a montré, en fait, depuis qu'elle est là, en fait. C'est pour ça qu'elle a monté, Ah mais assez Asuka, vite et qu'elle est c'est la meilleure de très, enfin, bien sûr. pas de très loin, mais c'est vraiment la meilleure, et tu sens que Bah, de toute dès façon, qu'elle est là, de toute façon, il y aura pas, tu auras pas de mal à trouver de très bons spots, hein, c'est. clair. De toute façon, elle lead le match, hein, elle a guidé le match, et à côté, il y a Ripley quand même, qui a une, qui est toute jeune et cetera, mais qui a quand même un aval du public qui est exceptionnel, et je trouve que c'est mon avis, mais je trouve que Ripley s'est pas mal effacée, mais malgré elle, en fait, parce qu'elle est, avec des catcheuses qui sont phénoménales. Donc C'est ça. elle s'est un peu effacée au profit de Io Sky, de Asuka et Kairi Sane, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un match féminin où il y a Ripley dedans, elle est toujours au centre de ce match et c'est toujours au détriment des autres, et là, il y a eu un petit peu un revers de médaille que j'ai trouvé vachement intéressant.
Mais oui, mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que surtout que Rhea, même si elle est jeune, elle a déjà montré globalement de quoi elle était capable, hein. Ouais, ouais, bien Quand elle sûr. était du côté d'NXT, puis après lorsqu'elle est arrivée dans le main roster, même si elle a 28 ou 29 ans, je crois, elle a clairement montré de quoi elle était capable. Donc c'est aussi un un moyen entre guillemets de faire une passation, tu vois? Ouais. Parce que, Io Sky, Asuka et Kairi Sane, c'est de jeunes talents encore, qui Mmh. ont encore beaucoup de choses à démontrer. Mmh. Bon, même si Asuka, elle a quand même plus Mmh. de billes parce que, bon, ça fait déjà un petit moment qu'elle est à la WWE et Bah puis oui, bien sûr. dans les circuits indépendants au Japon, tout ça, elle a montré de quoi elle était capable. Mais quand tu vois Io Sky et Kairi Sane, c'est Mmh. aussi un moyen de les mettre en avant, de leur dire: «Bah, Mmh. regardez, oui, Rhea Ripley est chez elle et tout, mais regardez de quoi ces combattantes sont capables» et ça a bien marché. Exactement. Vos notes, les amis, combien avez-vous mis pour ce, 2e pour ce second match féminin? Parce qu'il y en a pas eu un 3e, hem, avec une victoire de Sky Ripley, bien sûr. À vous, Fabien. Eh ben écoute, moi j'ai mis 4 étoiles, sur 5. Très bon match, très bon spot, très bonne, très bonne histoire, hein, racontée quand même, hein, c'est vrai qu'on t'en parlais Gaël, sur les weekly, il y avait cette histoire racontée avec, Asuka, qui trahissait Io Sky, avec Kairi Sane derrière qui savait pas trop, qui avait le cul un peu entre 2 chaises, qui savait pas trop où se mettre et Rhea Ripley qui était, la copine de Io Sky, la grande rivale, mais aussi la grande copine qui venait l'aider, dans cette histoire-là et je trouvais que franchement l'histoire est bien racontée et donc avec un bon match derrière forcément, c'est tu ressors grandi quoi pour tout le monde. Gaël. Je suis d'accord avec toi, j'ai mis 4 sur 5 aussi, un match vraiment agréable à regarder, plaisant, du in-ring, bien présent, ouais, un rythme bien soutenu, hein, je trouve. Alors évidemment, parfois, c'est un peu lent à se lancer et tout, mais je trouve que ça s'est vite rattrapé et le rythme après global était, vraiment bon, j'ai bien aimé, 4 sur 5. J'ai mis 4 sur 5 aussi, hem, avec une comment dire? Une bonne domination d'Io Sky, je trouve, et Asuka qui sont les éléments majeurs, en fait, de leur équipe respective, je trouve. Et bah, pour une fois, j'ai pas eu le sentiment que Ripley prenait trop de place et que ça pouvait nuire, en fait, à ses, partenaires. Donc 4, match très dynamique, qui offre beaucoup de choses, qui est effectivement un peu meilleur que que le premier. Donc un petit point de plus pour ça. Continuons et finissons, parce qu'on est sur le main event. Championnat pour le titre Crown Jewel masculin. Victoire du Freakin'. Un match qui a eu un peu de mal à démarrer, je trouve. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais qui a su être pertinent, moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Gaël, je t'en prie. Et bah, le match, je l'ai trouvé bon. Alors, c'est un peu à contre-courant de ce que j'ai pu dire à droite, à gauche ou en parler avec d'autres potes qui ont regardé le show. Moi, j'ai bien aimé le match, je l'ai trouvé intéressant. Il y avait un rythme. Je dis pas que c'était non plus très lisse et tout. De bons bumps, hein. Je revois le grand saut de Rollins à la Shane McMahon, d'un poteau à l'autre. D'ailleurs, Rollins qui s'est vraisemblablement blessé à l'épaule, lors de sa retombée et qui a été vu, quittant l'Australie, avec, le bras dans une écharpe ou je ne sais quoi. Alors est-ce Mmh. que c'est un work comme sa blessure au genou, pour faire un retour brillant à SummerSlam? Ça, on ne sait pas. Mais, peut-être blessure. Non, par contre, il y a quelque chose qui m'a frustré, c'était la fin. Le ref bump, la triche, avec la montre. Ça m'a globalement Mmh. saoulé parce que c'est du vu, vu, vu et revu. Franchement, quitte à tricher, autant trouver un autre moyen, quoi. Le ref bump, ça m'a un peu saoulé parce que c'est vraiment quelque chose, qui a été, qu'on a beaucoup vu ces derniers mois, dans tous les programmes, de la WWE. Le coup de la montre, alors je sais pas si c'était la montre de Rollins, que Rhodes avait offert à Rollins après WrestleMania 40, je Oui, crois, c'est il me ça. semblait avoir compris ça. Heu, ouais, ça a assez fort de sens parce que c'est rendre l'appareil entre guillemets, mais du mauvais sens, à Rhodes.
Mais par contre, ouais, le ref bump, j'ai trouvé ça vraiment dommage, quoi, pour conclure le match. Et du coup, tout l'élan qu'il y avait dans le match, je trouve que ça a été gâché un peu à la fin. Du coup, victoire de Rollins qui met un terme à sa streak de défaite contre Cody Rhodes, qui était à 3-0 Mm. avant ce match, qui est maintenant à 3-1. Voilà, pour ma part. Fabien. Eh ben, écoute, moi aussi je trouve que c'était un bon match. Alors l'intérêt du match n'était pas forcément autre que de savoir qui était le champion Crown Jewel et le champion des champions, on va dire. Mais je trouvais que l'histoire racontée autour par rapport à WrestleMania 40 et au fait que Rollins était un sidekick de Cody pour l'aider à gagner contre Reigns à Mania 40, c'était quand même une bonne idée. Et il y avait aussi cette frustration de Rollins de pas savoir s'il était capable d'être meilleur que Cody parce que il y avait ces 3 défaites successives dans l'année de retour de Cody et forcément ça avait créé beaucoup de frustration et dans la rivalité tu voyais quand même que Rollins ça chatouillait quoi de vouloir battre Cody une fois dans sa carrière et c'était vraiment très très bien raconté forcément. Encore une fois, il est venu avec toutes ces petites références au père de Cody, Ken Dream, et ces références à leur histoire passée, ces fameuses montres, hein, forcément. Et moi, je trouve que tu parlais du Rave Bump, je trouve que celui-là, par exemple, il est pas frustrant, moi, je trouvais, parce que en fait, déjà, le Rave Bump, l'arbitre est pas Stone pendant 10 000 ans, quoi. Ça a duré vraiment quelques secondes avant qu'il reprenne ses esprits, mais ces quelques secondes, ça a suffi à ce qu'il lui porte un coup avec la fameuse montre qu'il avait cachée. Et je crois que c'était plutôt efficace. Parce que au moins, t'attendais pas 10 000 ans avant d'avoir un tombé derrière, quoi. Là, l'arbitre était un peu stone. T'as juste eu le temps de mettre un coup, que ça soit pas trop vu par l'arbitre. Et ensuite, le tomber 1, 2, 3. Et puis voilà, quoi. Il a triché, certes, mais je trouvais que c'était une petite tricherie par rapport à ce qu'on connaît avec des ref bump. Pendant des années, on en a où il te faut 2 ou 3 arbitres pour conclure le match et ça devient un peu gerbant à force. Là, ça va, quoi. Surtout qu'il y a eu en plus de très gros spots comme le fameux Coast to Coast headbutt. Je trouve ça fou quand même que le mec ait tenté ça et il s'est blessé, le pauvre. Et derrière la prise de finition de Cody du haut de la 3e corde, qui ne l'a pas aidé à gagner vu que Rollins s'est dégagé du compte du tombé. Donc franchement, un match pour un 4e match, franchement, il y a eu de sacrées nouveautés et ça faisait plaisir. Et la victoire reste quand même pour moi logique. Hein, cette Rollins devait gagner pour s'imposer avec son crew. Et puis surtout, un autre élément intéressant, c'est que malgré cette tricherie, c'est clean. Il n'y a pas eu d'intervention externe de Bron Breakker ou de Bronson Reed. Et donc Oui, ça, parce que plutôt dans le programme, voilà, Paul Heyman ne voulait pas que Bronson Reed et Bron Breakker oui, mais interviennent. on aurait pu imaginer quand même que Bron Breakker en fasse qu'à sa tête, parce que quand tu regardais les séquences coulisses où justement Paul Heyman disait à Bron Breakker de ne pas intervenir, tu voyais que Bron Breakker, sa tête, ça le titillait un peu, et puis ça s'est confirmé le lendemain à Raw d'ailleurs. Mais Oui, par contre, le fait qu'il n'y ait pas d'intervention, ça c'était plaisant par contre. Tu vois, parce qu'on a vraiment eu une fin semi-propre, tu vois. voilà, oui, voilà. Là, on a eu un truc plutôt clean, plutôt propre. Il y a eu un match entre un catcheur et un autre, sans personne derrière. Alors oui, il y a ces petites tricheries, mais bon, je trouve que pour le coup, ça collait à ce que ça racontait. Si t'as personne pour t'aider à tricher, tu triches toi-même. C'est sûr. Eh ben écoutez, moi j'attendais pas mal de ce match parce que c'est 2 vedettes. Hein. De toute façon, c'est ceux qui dominent actuellement le paysage du catch, le paysage du sport. D'un côté, moi Rollins que j'aime beaucoup, c'est un de mes catcheurs préférés, très antipathique, antagoniste au babyface là, Cody. Extravagant, même dans ses tenues, dans ses entrées, dans absolument tout. Et les fans sont très raccords avec ça. Concurrent direct à Cody depuis pas mal de temps.
je trouve qu'il a vraiment ce côté voilà très provocateur. Il porte les couleurs de son père, quoi. Enfin, il porte les couleurs de l'adversaire, enfin du père de l'adversaire. Ça, c'est fort aussi. C'est Père très fort. décédé, hein, d'ailleurs, rajoutons. Ouais. Et de l'autre côté, moi, j'ai quand même été déçu un peu de Cody parce que je trouve qu'il est, enfin, je suis toujours très ciblé sur le catch technique, etc. Mais je trouve qu'il est très maladroit. Il finit pas tout le temps ses coups, des prises un peu bâclées parfois. Enfin, voilà, tu vois pas trop le sens. Donc concrètement, malgré tout, voilà, c'est un match effectivement dynamique. Dernier match, main event, je m'attendais quand même à mieux. Donc bon, ça se ressent au niveau de ma note concrètement. Je trouve que c'est un scénar un peu rance, un peu facile, voilà, avec ce coup de la montre là. Enfin, voilà, ça m'a un peu déçu quoi, concrètement. Donc pour ma part, j'ai mis 3. À vous. Eh ben, écoute, moi j'ai mis 4 étoiles parce que Mmh. je trouvais que malgré tout ça, ça rendait super bien. C'était vraiment, oui, comme on dit, hein, c'est les 2 têtes d'affiche de la WWE qui se sont affrontées. Mmh. C'était un gros match, hein, quasiment 30 minutes quand même, hein, Ouais, c'est long. très long, ouais. Mmh. C'est rare maintenant ce genre de match assez long où il se passe même pas d'intervention. Parce que d'habitude, les matchs sont rallongés par les interventions et les arbitres qui sont un peu dans le coltard. Mais là, ça allait. C'était 30 minutes du coup où il y avait du catch. Pas, alors oui, certes, il y a eu des moments un peu inégaux, mais du catch entre 2 personnes seulement. Et ça faisait du bien pour un main Très bien. event. Excellent. Ouais, exactement. Gaël, Alors moi, j'ai mis 3,75, tu vois? Pour pas donner 4. le relou, tu sais? Ouais, mais je suis ça, je suis le relou du fond de la classe. Non, parce que c'était un bon match, hein, vraiment, c'était vraiment plaisant à regarder, du rythme, et tout. Mais voilà, j'enlève, le petit 0,25 pour le rev bump parce que je pense qu'ils auraient pu trouver autre Ouais. chose, quitte à tricher, La Ouais. montre, l'idée de la montre était intéressante parce que, faut remonter vraiment à WrestleMania 40 pour voir le sens, Mmh. le côté remerciement de Cody d'avoir aidé, que Seth l'ait aidé à gagner le titre. Mais je trouve qu'au lieu de taper l'arbitre, ils auraient pu trouver autre chose. Voilà, donc c'est pour ça que j'enlève le petit 0,25, Mmh mais mh. dans l'ensemble, ça restait quand même un bon match, plaisant à regarder. Et malgré le gagnant, qui est selon vous l'homme du match, concrètement? Bah, c'est Rollins, quand même. Enfin, il OK, crève l'écran. J'aime ça me bien rassure. Cody et je soutiens Cody, mais Seth Rollins, Ouais. Rollins. On est d'accord. c'est le GOAT de la Mmh, compagnie actuellement. Il y a pas de tout à fait. trop de Ah soucis beh, à se faire, oui, hein. mais Rollins dans son personnage comme ça, heel provocateur, il est Ah, exceptionnel. il est Mmh. inégalable, hein. Et on l'avait déjà vu en 2020 pendant le Covid lorsque c'était le Messi, le Monday Night Messiah Je Messiah. trouvais déjà. sous-cotée Ah, cette séquence, bah, de oui, mais c'était, Monday Night vraiment Messiah. en fait, ça il a la gueule du mec pour faire ça. Exactement. Vraiment, Seth Rollins en face, bah, je trouve qu'il a pas la gueule pour. Par C'est contre, ça. quand il est heel provocateur, bah, Mmh. c'est l'homme de la situation, il y a pas de doute. Mais Et c'est donc ça. là, oui, clairement, c'était l'homme du match, en plus à prendre des risques de faire de la haute voltige, des bumps de malade, quitte à d'ailleurs se blesser. Je pense pas que c'est Rhodes qui va le faire ou il va le faire mal, quoi. Voilà, Même exactement. si, Et Rhodes évidemment ça reste un top face de la compagnie, et il l'a démontré, ces mois passés, quoi. Mmh. ouais. Mais je me demande aussi peut-être parce que c'est un Rhodes. Mais bon, ça c'est un autre débat. OK, messieurs, eh ben écoutez, prochain rendez-vous, ce sera, Saturday Night Main Survivor Event. Series. Non, Saturday Night Main Event, mon gars. C'est quoi? Il y a un Saturday Night Main Event Ah! en OK. début novembre. Début Mmh. novembre. Oui. Ah, début Eh oui, novembre? OK, très bien. Et après, J'ai il y a pas le la date. Survivor Series, à la fin du Et mois. après, oui, il y c'est a ça. Survivor Series, le prochain pay Ouais, ouais, mais c'est ça. Saturday Night, c'est pas un pay-per-view, c'est un show, C'est NBC, ça reste un PLE Ouais. sur le câble, quoi. C'est ouais, Bon, mais il y aura ils sont ça un il y peu aura ça si avant, on moins, considère que le Saturday Night Main Event de John Cena qui part à la retraite, c'est un PLE, alors autant considérer celui-là. mais c'est parce oui, qu'il part à la retraite, justement. Peut-être qu'il y a plus d'importance, bon, Ah on beh, verra, mais il y en tout aura cas, pas grand-chose à mon avis ouais. dans ouais. ce show, mais bon, Saturday c'est Night, important de noter que c'est le prochain rendez-vous. Bon, bah, alors il y on aura se rejoindra pour un react de ce qui aura show-là. lieu, du coup, Saturday Night le 1er novembre, depuis le Delta Center de Salt Lake City.
Ok. Et d'ailleurs, en Parfait. parlant de Saturday Night, celui qui aura lieu à la fin de l'année, le 13 décembre, jour de mon anniversaire, où je vais voir Tina partir à la retraite, je vais être très triste. On est sur un quasi sold out, hein. Déjà, lors de l'ouverture des préventes, il y avait plus de 40 000 personnes qui étaient en attente. Ce qui fait que pour un Saturday Night Main Event, c'est quand même exceptionnel. Et là, pour le coup, c'est un peu décevant, c'est qu'ils auraient largement pu viser un show plus grand plutôt que de faire un SNME. Peut-être qu'ils auraient pu prévoir un pay-per-view spécial, tu Ou vois. déplacer les Survivor Series en fin d'année, hein, c'était possible de faire ça. Ouais, après, c'est rompre avec la tradition de le faire tenir sur la semaine de Thanksgiving. Mais, Oui, mais bon. mais pour le coup, c'est dommage que ce soit un SNME le dernier show de Cena. À moins qu'ils nous réservent des surprises d'ici là. Parce qu'après, il n'y a pas de pay-per-view entre. Alors, si on considère pas SNME comme un pay-per-view ou PLE, il n'y a rien entre Survivor Series et le Rumble après en Arabie Saoudite fin janvier. Donc, est-ce que entre les deux, peut-être qu'ils vont nous annoncer une date comme ça, surprise, vraiment exceptionnelle? Je sais pas, à voir, mais bon, c'est quand même dommage que de mettre Cena dans un SNME pour son dernier match. Mais par contre, derrière, tu as le business parce que là, là, c'est juteux, hein, pour te dire. Voir des places à 15 000 balles en ringside pour un event comme ça, ça va être lucratif, je pense. Eh bien, écoutez, sur ce, messieurs, on va rendre l'antenne. On se rejoindra prochainement, effectivement, pour un prochain React. On verra ce qu'on fera. N'hésitez pas, en tout cas, chers abonnés, ceux qui regardent la vidéo, à commenter la vidéo, à nous dire ce que vous avez pensé des matchs, du show, des superstars. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau React. À très bientôt. Salut.